bien, bonsoir dans ce nouveau Facebook Live en clair. Et comme vous le voyez, nous sommes aujourd'hui en direct d'une scène de crime où nous avons notre victime ici et puis nos techniciens d'ailleurs de scène de crime dans cette salle. Alors, vous l'avez deviné, nous sommes à Écully au service national de police scientifique et nous allons parler bien évidemment des experts, des expertises, de leur analyse et de la police scientifique d'une manière générale. Alors, je vous rappelle que nous sommes ici pour que vous posiez des questions, que nous y répondions en toute transparence sur la mission spécifique de police scientifique. Alors, je suis avec Pierre Pascot. Bonjour Pierre. Bonjour Sonia. Pierre, tu es chef d'état-major à la police scientifique, ici à Écully. Oui. Et je suis avec Aurélien également, qui est technicien principal de police scientifique, c'est bien ça ? C'est bien ça, oui. Et donc, qui est notre expert de terrain et qui est avec nous ce soir. Alors, nous allons parler, comme je vous l'ai dit, de traces, de scènes de crime. Tout d'abord, peut-être en rappelant pourquoi Écully, pourquoi nous sommes ici, historiquement, pourquoi ? Alors, il y a une histoire. Le service national de police scientifique est basé à Écully, à quelques kilomètres de Lyon, parce qu'il faut savoir que le premier laboratoire de police scientifique a été fondé à Lyon en 1910 par un savant, le professeur Edmond Locard, et il se trouvait dans les combles du palais de justice. Voilà pourquoi aujourd'hui on se retrouve à côté de Lyon. Donc la police scientifique est avant tout une affaire lyonnaise, avant d'être une affaire nationale et maintenant est un incontournable évidemment en matière d'enquête, en matière de crime, en matière de recherche de preuves. Alors vous êtes combien en police scientifique en tout au niveau national et particulièrement ici à Écully au service national de police scientifique ? Alors au service national de police scientifique, nous sommes 1200 agents répartis sur Écully et dans notre réseau de 5 laboratoires et nous avons sur le terrain plus de 4000 agents de police scientifique qui interviennent 24 heures sur 24, toutes les 90 secondes. Toutes les 90 secondes, une intervention de police scientifique. Une intervention de police scientifique. Et je rappelle que nous avons une intervention de police toutes les 10 secondes d'une manière générale. Alors, donc, ça veut dire que toutes les interventions ne supposent pas l'intervention de la police scientifique, mais quand même une grande partie. Une grande partie. Vos missions globales, quelles sont-elles ? Alors, notre métier tient en un triptyque qui est le prélèvement sur scène d'infraction. Nos équipes se déplacent sur le terrain, jour et nuit, comme je le disais, pour rechercher des traces et des indices. C'est la mission de prélèvement. Ensuite, ces indices qui sont récupérés sur le terrain, on va les acheminer dans notre réseau de laboratoires pour les analyser, pour révéler vraiment l'invisible. Et une fois qu'on a ces résultats d'analyse, nous allons les confronter et les comparer à nos bases de données dans nos fichiers. C'est le troisième métier, la comparaison. Et ça représente à peu près combien de volume ces analyses justement dans les affaires, tout type d'affaires d'ailleurs ? Alors chaque année, on analyse à peu près 1 million d'analyses chaque année pour nous et des téraoctets en termes de numérique aussi, puisqu'on analyse beaucoup de supports numériques de plus en plus. D'accord, donc vous traitez la majeure partie des affaires criminelles, délictuelles également. Oui, la police scientifique intervient vraiment sur tout le spectre de la délinquance et de la criminalité et on traite plus de 70% des infractions qui sont commises en France au sein de la police scientifique. Très bien, donc effectivement nous avons une grande spécialité en police nationale puisque nous traitons environ 70% de la délinquance, 85% de la criminalité organisée et donc dans toutes ces infractions, les recherches de preuves, la plupart passent par vous. Alors tu l'as dit, prélèvement, analyse, comparaison. Prélèvement, je me retourne vers vous, Aurélien, parce que le prélèvement, c'est votre métier, c'est votre expertise. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement tous les jours, au quotidien, comme type de prélèvement et sur quoi ? Alors concrètement, déjà, dans la plupart des infractions citées, les techniciens en identité judiciaire se déplacent sur les lieux. Et donc, que ce soit du cambriolage, on va dire, de la scène délictuelle, légèrement plus simple, la scène criminelle la plus complexe, et donc avec ses propres moyens. On va essentiellement travailler sur de l'ADN et des traces des empreintes, on va dire, de doigts, la plupart du temps. Et après, les techniques s'affinent en fonction de la gravité de l'affaire. Alors concrètement, je suis victime d'un cambriolage et je fais appel à la police. Et vous arrivez avec un officier de police judiciaire. Vous agissez en binôme, c'est bien ça ? Alors, sur les cambriolages, ça va être un peu différent. Mais on va avoir justement ce rôle de conseil, on va dire, avec l'officier de police judiciaire à distance.
Néanmoins, voilà, sur les scènes complexes, les scènes criminelles, on va prendre un exemple des viols ou des homicides, même des enquêtes d'essai par exemple. En effet, on se déplace de concert avec un officier de police judiciaire et sur les lieux, on va établir un protocole de progression et le technicien aura un rôle de conseil purement scientifique, on va dire, sur la pertinence de tel ou tel prélèvement. Donc c'est bien ça, si l'infraction est, on va dire, simple, ce qui ne veut pas dire que c'est à négliger, bien sûr, mais vous pouvez vous déplacer seul sur les scènes de cambriolage ou sur des scènes de vol de véhicules, par exemple, ou des bris, des dégradations, ce genre de choses. Et puis, vous agissez avec un officier de police judiciaire pour les infractions les plus graves, comme des scènes de crime, comme celle-ci, qui est quand même une sacrée scène de crime, qui est faite pour la formation, mais c'est votre rôle de conseiller, de dire ce que vous faites et d'expliquer votre mission pour rechercher un maximum de preuves. Tout à fait. Donc, à savoir les cambriolages et tout ce qui est de la délinquance, on va dire, de masse, du quotidien de l'usager, ça représente une très très grosse partie en termes de volume d'affaires et sur lesquels on est sollicité très quotidiennement. Donc, on a des services spécialisés pour ça qui vont essentiellement travailler sur cette thématique. Et après, on va avoir des services régionaux, des services légèrement plus spécialisés qui vont pouvoir traiter tout ce qui est des scènes un peu plus complexes avec des moyens qui leur sont propres, des moyens un peu plus poussés. Heureusement d'ailleurs que vous n'intervenez pas tout le temps sur les scènes complexes, ça veut dire que ce type de scène reste quand même exceptionnel. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à nous poser des questions parce que là, vous avez vraiment les experts, comme on voit dans les films, dans les séries télévisuelles, ceux qui viennent prélever les empreintes avec la petite poudre, ceux qui vont prendre les écouvillons d'ADN, ceux qui vont traquer toutes les preuves sur les scènes de crime. C'est absolument passionnant parce que nous avons des policiers, nous avons également des techniciens, des spécialistes, des experts en fait, qui sont des scientifiques. Oui, tout à fait. On a plus de 400 experts au niveau de la police scientifique et nous avons même 70 docteurs, donc vraiment des très hauts niveaux en termes de cursus scientifique et qui travaillent sur tout le spectre de l'analyse qu'on connaît, de la biologie, de la chimie, de la génétique, du numérique de plus en plus. Voilà, toutes ces matières-là où on a besoin d'une grande technicité, donc de profils scientifiques vraiment pointus. Alors justement, j'imagine que vous recherchez des profils spécifiques pour des techniques particulières ici, mais aussi pour l'avenir. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les profils que vous recherchez en termes de recrutement, justement ? Et comment se passe ce recrutement, très rapidement ? Alors, il y a un recrutement au niveau bac pour les techniciens de police scientifique, bac plus 2 pour les techniciens principaux de police scientifique, et niveau bac plus 5 pour les ingénieurs de police scientifique qui encadreront des équipes de scientifiques, à la fois sur le terrain, en identité judiciaire, ou bien dans notre réseau d'analyse pour des activités vraiment analytiques. Donc c'est une majeure partie de concours, par concours en fait. Concours. Hein, et vous avez tous les renseignements pour intégrer la police scientifique sur devenirpolicier.fr. Donc le concours qui est la voie un peu classique, ce que vous avez fait, j'imagine, Aurélien ? Tout à fait, j'ai passé dans un premier temps un concours pour être à l'époque agent spécialisé qui correspond aujourd'hui aux techniciens de police technique et scientifique. Et aujourd'hui, ensuite, j'ai repassé un concours pour être technicien principal, le grade que j'occupe aujourd'hui. Super, donc vous avez en plus évolué en interne. Qu'est-ce que vous avez comme formation initiale ? Alors, comme diplôme Personnellement, en termes de diplôme, j'ai un bac plus 2, un équivalent bac plus 2, donc en chimie analytique plutôt. Chimie analytique, d'accord. Mais après, voilà, la plupart des collègues ont vraiment des cursus très variés, allant du bac vraiment à des masters, des doctorants. Biologie, chimie, maths, informatique, bref, on cherche un peu tout type de profil, ce qui est assez nouveau d'ailleurs, hein, puisqu'on a de plus en plus de besoins en matière de traitement de données et en matière scientifique. Je reviens vers toi, Pierre, parce que on le voit, il y a des profils tout à fait particuliers. J'imagine que vous recherchez aussi certains contractuels par contrat pour des missions très spécifiques. Bien sûr, on a des missions vraiment particulières en criminalistique numérique, en recherche de traces numériques. On a par exemple des matières sur lesquelles on est les seuls à travailler au niveau français. On a la comparaison vocale notamment qui nous permet de comparer une voix d'un suspect avec une voix d'une personne qui aurait proféré des menaces par téléphone notamment. Donc là, on a besoin de gens spécialisés en phonétique ou en traitement du signal. On peut avoir en odorologie des besoins particuliers puisqu'on a des chiens spécialistes
la recherche d'odeurs et de la comparaison de traces olfactives et d'odeurs laissées par des suspects sur des scènes de crime. Et là, on a une personne qui a un doctorat en éthologie, en sciences du comportement animal. Donc on peut avoir des profils très particuliers à rechercher et donc on fait appel parfois à des contractuels. Ah, très bien, très intéressant. Alors, donc des profils très variés. D'ailleurs, c'est pour ça que il y a 15 jours, 3 semaines, je crois, vous avez fait une porte ouverte avec des étudiants de la région lyonnaise, des étudiants en droit, mais également des étudiants scientifiques en biologie, c'est bien ça? Oui, pour leur montrer vos métiers. En effet, on a eu la chance d'accueillir une 60aine d'étudiants. Alors, les places étaient très limitées, malheureusement. C'était une opération inédite avec un échange entre les étudiants et nos experts. On leur a donné quelques conseils pour les formations à suivre. On leur a présenté une scène de crime avec tout le protocole et la méthodologie qu'on prend en compte quand on gère une scène de crime. Et puis, il y a eu beaucoup de questions, un temps d'échange avec des étudiants qui étaient niveau Master 2, vraiment motivés, vraiment studieux. Donc, c'était une bonne expérience. Très bien. Alors, nous sommes ici sur une scène de crime. Aurélien nous a parlé tout à l'heure un peu du quotidien de la délinquance de masse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des nouveautés, de la modernité, parce que vous êtes un peu le fer de lance de la modernité aussi dans la police nationale, sur les outils, les techniques que vous utilisez? Alors, on a en effet un bureau d'innovation. d'innovation. Ça va faire rêver, excuse-moi, ça va faire rêver la plupart de nos jeunes qui nous regardent et de nos enquêteurs. Alors oui, on a un bureau de l'innovation qui est sans cesse en train de rechercher, d'essayer de développer de nouvelles technologies pour les mettre à disposition des services de terrain, justement. De plus en plus, sur les scènes de crime les plus graves, on numérise la scène de crime. Alors, d'abord, il y a le 360 degrés. On fait des prises de vue à 360 qui nous permet d'avoir ensuite une visite virtuelle de la scène de crime des années après, avec des focus particuliers sur des indices qui ont été détectés. Donc, c'est vraiment très intéressant pour les enquêteurs, pour les OPJ et les magistrats de se replonger dans cette scène. On numérise en 3 dimensions, ce qui peut être vraiment très intéressant, notamment pour reconstituer des trajectoires de tir en 3 dimensions et vraiment avoir une impression de prendre en compte la scène de crime dans sa globalité. Alors je dois dire qu'on a testé tout à l'heure justement avant le Facebook Live ce que tu expliques avec les nouveaux systèmes de dimensionnement en 3D et également avec le système de points et je dois dire que c'est assez bluffant. Je l'avais vu déjà sur des scènes de crimes complexes, mais je vois que la technique évolue encore un petit peu plus. Et de plus en plus, on anime ces scènes de crime et justement, on a recruté quelqu'un qui était spécialiste du jeu vidéo et de l'animation vidéo parce qu'on avait besoin de cette compétence-là. Et puis, il y a des outils vraiment qu'on met à disposition des services de terrain, notamment dans le cadre des violences faites aux femmes ou des violences intrafamiliales, le sperm tracker que notre collègue Aurélien utilise sur des scènes de viol notamment. Ça, c'est nouveau, ça, le sperm tracker, parce qu'on connaît le Blue Star, où on voit par luminescence particulière les traces de sang, et c'est assez vu dans les fictions un petit peu partout, mais le sperm tracker, ça, c'est nouveau. Oui, le sperm tracker, alors à l'époque, on utilisait essentiellement des lampes avec des longueurs d'onde très spécifiques pour pouvoir rechercher des fluides corporels tels que le sperme, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, les techniques ont évolué et certains services ont été dotés de sperm tracker, notamment qui ciblent plus particulièrement le sperme, qui a des réactions meilleures et un meilleur taux de révélation, en effet, de ce type de traces qui peuvent être parfois très difficiles à observer. Oui, effectivement, et ça réagit à une enzyme particulière, oui, c'est ça, si j'ai bien compris. Une enzyme prostatique humaine, donc qui nous permet ensuite d'aller faire des recherches biologiques plus facilement sur les traces qui ont été ciblées. D'accord. D'autres outils également, ou peut-être des unités opérationnelles qui sont spécialisées, dont tu voudrais nous parler? Bien sûr. Alors, au niveau des outils, on a développé aussi des outils de formation pour nos collègues qui se forment sur la gestion de scènes de crime notamment, des outils de réalité virtuelle avec des casques qu'on peut utiliser pour prendre en compte une scène de crime avec un casque et puis des joysticks, des manettes, ce qui nous permet d'évoluer vraiment de manière un peu ludique et on pense que ça peut avoir un gain pour l'intégration et la mémorisation de faire ça en réalité virtuelle. Donc on a développé ça. Alors je te confirme que je l'ai testé tout à l'heure également. Je mettrai des photos peut-être ultérieurement. J'étais absolument ridicule puisqu'on est complètement immergé dedans et on a vraiment l'impression d'y être sur la scène de crime, hein, véritablement. Bien sûr, puis il y a des scénarios assez différents. Il faut allumer les lumières, les éteindre, choisir son matériel. Donc il y a vraiment quelques petits pièges aussi. Ne pas oublier les gants, bien s'équiper et tout ça est quand même intéressant pour nous pour toute la partie formation de nos collègues.
Très bien. Là, c'est la partie vraiment outils qui se modernise, qui progresse, outils du quotidien du policier expert scientifique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'étape d'après, c'est-à-dire de l'analyse? Parce que concrètement, on est sur une scène de crime comme celle-ci et puis régulièrement, maintenant, tout le monde a un téléphone portable quasiment ou un ordinateur. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Parce que c'est pas sur le terrain qu'on fait l'analyse. Alors en effet, une fois qu'on a fait les prélèvements et que les collègues sur le terrain ont ramené des scellés, ils arrivent dans les plateaux analytiques, dans nos laboratoires notamment, et au laboratoire central de criminalistique numérique. C'est vraiment l'avenir pour nous, c'est vraiment la marge de progression la plus importante, puisqu'on a tous des téléphones portables, des objets connectés, des véhicules, des ordinateurs, et tout ça, on doit les faire parler, on peut les faire parler. Donc on a des spécialistes sur le plateau du laboratoire central de criminalistique numérique qui est juste au-dessus de nous, qui font déjà de l'électronique, qui arrivent à reconstituer des téléphones qui auraient été dégradés, des supports qui auraient été vraiment altérés, qui auraient été brûlés, qui seraient passés dans l'eau. Donc déjà réussir à les remettre en état. Et puis ensuite, il y a tout le travail pour casser les codes, évidemment, et décrypter ensuite, ressortir les données par des moyens informatiques, par des logiciels particuliers. Donc là, on a vraiment des collègues extrêmement ingénieux, qui ont un gros niveau scientifique et technique, et qui arrivent à extraire de la donnée numérique. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous et on a une forte demande à ce sujet-là. Donc concrètement, Aurélien, vous récupérez le téléphone qui est ici en bas, voilà. vous le placez sous scellé, vous le donnez à l'analyse à EQLI, donc comme on dit EQLI, donc au service national de police scientifique, et là, vous craquez le code. Vous pouvez le reconstituer si nécessaire ou le sécher s'il était détérioré dans l'eau, etc. C'est la partie électronique. Et après, il y a la partie analyse numérique pour prendre tout ce qu'il y a à l'intérieur et procéder à l'analyse des données qui peuvent être très, très, très longues en fonction de la période et ce qu'on recherche dans le téléphone. Complètement. Beaucoup de gestion de data. Du coup, vous en êtes où au niveau de l'intelligence artificielle? Est-ce que vous avez des progrès en la matière? Est-ce que c'est l'avenir? Comment tu vois les choses par rapport à cette gestion des données qui sont incluses dans l'épreuve? Oui, alors ça c'est vraiment l'avenir pour nous. L'intelligence artificielle, on en a besoin pour différentes choses. La première des choses, c'est qu'on arrive, notamment grâce à l'intelligence artificielle, à détecter des images qui auraient été falsifiées justement par l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle les deepfakes. Parce que quand on trafique des images, il y a des traces qui sont laissées qu'on retrouve, nous, grâce à des intelligences artificielles. Et puis le deuxième axe, vraiment, pour nous, d'évolution et de progression, c'est d'aller vite, de se servir de l'intelligence artificielle pour gagner du temps dans le traitement de la vidéoprotection de masse. Quand on va sur des scènes d'infraction récupérer des téraoctets de données, on a besoin d'un tri vraiment particulier. Si on recherche, par exemple, un véhicule rouge, en regardant toutes les vidéos d'une ville pendant une semaine, ça nous prendrait des mois et des mois. Avec l'intelligence artificielle, et on a déjà un support qui nous... Il y a eu une infraction judiciaire que vous très profonde des données et notamment des données vidéo particulières. Très bien. Alors, je voudrais quand même qu'on parle un petit peu, avant de passer peut-être aux questions, mais de tout ce qui est de l'ordre de la génétique et de l'ADN, puisque je sais que vous avez également eu beaucoup d'évolutions ces derniers temps. Oui, alors l'ADN maintenant on le trouve sur des microtraces, des microparticules. Il y a l'ADN de contact. Si je touche là une surface, je laisserai un ADN et donc je pourrais éventuellement révéler un profil génétique à intégrer ensuite dans nos bases de données. Donc là, nous avons tous laissé notre ADN sur cette scène de crime quand même. J'en ai bien peur. Surtout, quand on a assez de matière, on est en capacité d'établir des portraits robots génétiques. C'est-à-dire qu'on va être capable, grâce à un profil ADN, de déterminer la couleur des yeux d'un suspect, la couleur des cheveux, l'origine biogéographique, la couleur de peau, la propension à la calvitie ou aux taches de rousseur. Donc, ce qui peut donner vraiment des orientations d'enquête très importantes pour nos collègues de police judiciaire, de sécurité publique, qui poursuivre les investigations. Et pour les magistrats également. Et pour les magistrats, évidemment. Donc vous êtes vraiment maintenant à même de pouvoir, grâce au prélèvement d'Aurélien sur le terrain, de pouvoir analyser et orienter l'enquête de manière de plus en plus forte. J'imagine que ça pose en plus beaucoup de questions juridiques, d'évolution, et c'est sans cesse que vous progressez en la matière. Bien sûr, oui. Mais vous faites beaucoup de coopération internationale, du coup, j'imagine. Oui, on a tout notre réseau de scientifiques qui se réunit
au cours de congrès, au cours de colloques, de séminaires, dans le cadre de l'ENFSI, qui est une association qui regroupe tous les spécialistes de criminalistique à travers le monde. Et effectivement, on échange parce que le travail scientifique, c'est ça, c'est se confronter nos idées pour progresser au niveau technique et technologique. D'accord, vous travaillez avec vos homologues en fait partout en Europe et également outre-Atlantique avec le FBI par exemple. On a des liens très très forts pour se maintenir au niveau opérationnel. Donc félicitations pour ce travail. Juste avant de passer aux questions, je voudrais quand même dire un mot sur deux actualités littéraires qui vous concernent et qui sont assez exceptionnelles. C'est pour ça que je prends le temps de le faire. Tout d'abord, il y a ce magnifique livre que j'ai lu pour le coup, qui est vraiment très intéressant. Il était une fois la police scientifique, prélever, analyser, comparer et innover, de Manon Gauthier-Faure et de William Dupuis, les éditions Marabout, qui est vraiment un très très beau livre, extrêmement bien illustré et pour lequel vous avez participé également. Et puis, ce deuxième livre qui n'est pas encore sorti, donc je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je ne doute pas qu'il soit exceptionnel, Par l'encre et le sang, histoire de la police scientifique française, par Amos Frappa, qui est un historien, avec les illustrations de Jean-Louis Thouard, aux éditions Affit. Voilà, qui sort le 17 février prochain, si jamais vous voulez avoir, là pour le coup, une vision très historique, très scientifique et très fouillée de votre mission et de votre expertise. Alors, nous avons beaucoup de questions. On va commencer tout d'abord par la première. La police scientifique travaille-t-elle plus particulièrement avec certains services comme la PJ ou la BAC ou pas spécialement? Aurélien, est-ce que vous pouvez répondre à cette question et nous dire quel est votre quotidien, avec quel service vous travaillez? Alors, on travaille vraiment et véritablement avec tous les services. Donc, c'est-à-dire que nous sommes au service des enquêteurs, donc des officiers de police judiciaire, qui viennent soit de la PJ, soit de la sécurité publique. Après, on va travailler également avec l'IGPN. Voilà. Dès lors qu'on a un enquêteur qui nous requiert, parce qu'il a besoin de notre intervention, on est sollicité et on intervient. Donc, la BAC, pour le coup, ça va plutôt être des primo-intervenants, mais bon, finalement, la police, c'est un peu une grande maison, donc on a toujours des relations avec les primo-intervenants également. Mmh. Oui, c'est intéressant ce que vous dites parce que vous êtes vraiment un service de support, de soutien et vous travaillez pour tout le monde. Donc aussi bien pour des crimes importants que pour des infractions un peu plus communes, en tout cas ce qu'on dit de premier niveau, ce qui est pour désigner en fait des process qui sont plus basiques dans un premier temps et puis qui évoluent et qui deviennent de plus en plus spécialisés en fonction du type d'infraction. Alors nous avons un collègue gardien de la paix dans le Nord qui nous demande, qui manifestement est intéressé pour travailler en police scientifique, donc il nous demande s'il y a une passerelle pour les actifs pour aller en police scientifique. Donc je le salue et je me tourne vers Pierre. Est-ce que tu peux répondre à ça, Pierre? Alors, justement, c'est intéressant ça. On a certains policiers scientifiques, techniciens de police scientifique qui passent le concours et qui partent pour devenir policiers actifs, mais l'inverse est possible aussi. Il y a par la voie de concours ou par concours interne, on peut rejoindre la police scientifique, c'est tout à fait possible, sachant qu'on a encore quelques policiers actifs, entre guillemets, donc gardiens ou officiers qui sont dans des services de terrain d'identité judiciaire. Donc on peut, en étant, comme moi, policier, travailler à la police scientifique, puisqu'ici on a des collègues policiers classiques, je dirais, qui travaillent au sein de la police scientifique. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une mixité importante entre les policiers et puis les techniciens, les scientifiques qui travaillent à résoudre ces enquêtes, à trouver la preuve qui va bien. Alors, j'ai une super question qui est vraiment très intéressante et d'ailleurs on en parlait ce midi tous les trois. Le crime parfait existe-t-il encore? Si tant est qu'il ait déjà existé. Là, c'est moi qui rajoute ce petit encart. Le crime parfait existe-t-il, Pierre? Alors, on s'emploie à ce qu'il n'existe plus. Donc, il y a des crimes qui ne sont pas encore élucidés, mais on travaille toujours dessus. On a par exemple un dispositif Cold Case qui existe. On travaille avec nos collègues de la police judiciaire, de la préfecture de police, de la brigade criminelle, pour vraiment ne jamais lâcher ces dossiers-là, les dossiers les plus graves qui n'ont pas été élucidés. Donc, on s'emploie, on a des méthodes, on a des techniques qui évoluent de jour en jour. Il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire il y a 20 ans. Donc, un criminel qui pense avoir commis le crime parfait ne doit pas se sentir
sentir en sécurité parce qu'on peut travailler encore sur son dossier et on peut peut-être faire parler des scellés qu'on n'arrivait pas à faire parler il y a quelques années auparavant. Donc de moins en moins, ce crime parfait sera possible selon moi. Aurélien, quel est votre avis sur la question? Je partage parfaitement le point de vue de Pierre. Clairement, c'est vrai que les techniques évoluent. On voit aujourd'hui que les affaires voilà, parlent des années et des années après. Donc oui, pour moi, si tant est qu'il ait déjà existé en effet, demain, le crime parfait d'hier ne le sera sûrement plus. Très bien, c'est intéressant. Ça veut dire que il y a aussi, c'est aussi une matière d'avenir en fait. On travaille sur le passé, on travaille sur ce qui a été réalisé, mais on travaille aussi beaucoup sur l'avenir justement en faisant évoluer ces techniques. Alors très bien, je voulais juste rajouter aussi des questions parce que je vois qu'on a beaucoup, mais on va un petit peu faire le tri. Aurélien, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est votre motivation, ce pourquoi vous êtes rentré en police scientifique? Alors très clairement, c'était un métier passionnant. C'est un métier passionnant, c'est la curiosité qui m'a piqué. Le sens du service public d'une manière générale, c'est-à-dire on est quand même là pour donner des réponses aux enquêteurs dans un premier temps, mais aussi aux victimes, aux familles de victimes. Et cette envie de chercher et de découvrir la vérité, c'est quelque chose qui est passionnant de jour en jour. Pierre, je te pose la question également. Oui, c'est un métier qui est passionnant. Il y a cette quête de vérité, cette recherche, ce fait de vouloir révéler l'invisible au service de la vérité judiciaire. Il y a cette mission de service public parce qu'on est là pour apporter des réponses aux enquêteurs bien sûr, mais surtout aux victimes, puisqu'on travaille pour ça, pour les victimes. Et donc on a au sein de la police scientifique des profils de très haut niveau, des gens extrêmement compétents qui pourraient faire d'autres carrières, mais qui choisissent vraiment cette mission de service public, ce service à la personne pour protéger nos concitoyens et qui ne le regrettent pas. Donc c'est vraiment un métier passionnant. Et puis d'avenir, comme tu le disais, les progrès scientifiques sont vertigineux. Il y a des choses qu'on fera dans les années à venir qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Donc c'est vraiment une police du futur et justement pour cette police de demain, cette police du futur, on a besoin de la jeunesse d'aujourd'hui et c'est pour ça qu'on fait des journées comme on a pu faire porte ouverte avec des étudiants qui seront peut-être nos collègues dans quelques années. Très bien, écoutez, il est temps, parce que je vois que l'heure tourne, de nous quitter. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau Facebook Live en clair. Merci Pierre, merci Aurélien, c'était passionnant. Je ne doute pas que nous avons beaucoup de jeunes qui nous ont regardés avec beaucoup de curiosité et puis ça a peut-être aussi généré des vocations. En tout cas, en attendant de rejoindre la police scientifique, je vous conseille vraiment ces livres qui sont très, très intéressants, très bien illustrés. Et je vous dis merci, je vous souhaite une bonne soirée et à dans un mois pour un nouveau Facebook Live.